nous allons pouvoir parler du vaccin de Pfizer. De Pfizer et de BioNTech, mais il y a aussi un vaccin de Moderna. Alors du coup, j'ai pas pu lire toutes les études. Alors petit disclaimer, j'ai eu avec les fêtes moins de temps que d'habitude pour préparer ce sujet, donc je ferai peut-être un addendum dans une prochaine chronique, dans une prochaine émission, dans un prochain LMCP, dans l'MCP 95e du nom peut-être, je ne sais pas. Comme d'habitude, je vais essayer de vous renvoyer directement au texte lui-même et bien sûr vous link l'étude et vous inviter à la consulter. Je connais personne qui soit anti-vax, qui ne soit pas pro-chloroquine. Enfin, ils vont te dire plutôt non. Ils vont te dire, comment elle s'appelle cette herbe, l'artémisia. Ah, le truc dégueulasse. L'artémisia. Dégueulasse, oui, je ne sais pas. l'artémisia, C'est synthétique. Oui, mais en gros, les anti-vax, la chloroquine, ça leur plaisait bien parce que genre c'est naturel et tout. C'est pas naturel, non, Des millions de gens qui disent, façon de parler, hein, pour eux c'est naturel. Ils s'en foutent parce qu'à la limite c'est homéopathie, c'est phytothérapie en principe. Oui, c'est pour ça que je trouvais ça étonnant que contre les vaccins. Des gens qui soient proches des milieux naturopathes invitent des gens à gober du Plaquenil. Donc Safety and Efficacy of the BTN 162B2 mRNA COVID-19, justement, on parlait de l'ARN tout à l'heure, COVID-19 vaccine, qu'on appellera Pollack et al, tout simplement, puisque c'est le premier nom qui figure, donc je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour confirmer, la thérapie génique consiste à introduire du matériel génétique, donc un ARN par exemple dans un ADN, dans des cellules pour soigner une maladie au départ. Cette approche a été... voilà. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle de la thérapie génique, et donc c'était bien ce que je disais, c'est de la thérapie en utilisant du vivant pour le mettre, pour justement pouvoir soigner. Pourquoi on en parle? Pourquoi moi je croyais que c'était encore en phase 3 et finalement les phases 3 ont été terminées plus tôt que prévu. C'est justement un des reproches qui est souvent adressé à ce vaccin qui aurait été préparé à la va-vite, qui aurait été bâclé. Alors moi j'ai comme devise personnelle, urgent ne veut pas dire bâclé. Je sais pas si c'est ce qu'ils se sont appliqués à eux-mêmes, mais en tout cas nous allons le voir. On va aussi essayer d'observer les limites que j'ai pu noter dans le temps qui m'était imparti donc à la préparation de cette chronique. Alors déjà, quelques bons points, il s'agit d'une étude randomisée et de plusieurs dizaines de milliers de patients, donc avec un échantillon qui est largement assez vaste pour pouvoir en conclure certaines choses. Et alors et après, on verra, il y a des sous-groupes qui ne sont pas forcément assez vastes et du coup, il y a des problématiques qui restent encore non résolues pour le moment, ce qui ne veut pas dire inefficace, mais en tout cas sur lesquelles on n'a pas encore assez de données. Donc déjà, est-ce qu'une étude se suffit à elle-même ? Pas vraiment, mais en tout cas, elle est quand même de grande ampleur. Donc, c'est forcément des données qui sont signifiantes jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai pas vu tellement de remise en question. Est-ce que tu as vu justement des debunks de cette étude qui a été proposée sur plusieurs dizaines de milliers de patients randomisés? Alors, au niveau de l'étude, moi, tout ce que je sais, c'est... Alors, on est sur le vaccin de Pfizer. Hein. Donc, nous, c'est celui qu'on va mettre en place à partir du 4 BioNTech Pfizer, dans l'établissement. Je vais pas trop en dire parce que de toute façon j'ai un droit de réserve aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en Angleterre, etc., il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes. Il y a des gens qui se sont plaints d'avoir un peu mal au bras, d'avoir le nez qui coule, etc. De la fièvre, des maux de tête, c'est un petit peu souvent dans les vaccins d'ailleurs. Pendant 48 heures. Des douleurs dans la zone qui a été injectée. Normal. En fait, c'est normal. C'est-à-dire que souvent, vous avez oublié aussi qu'un vaccin, ça rendait malade parce que vous les avez fait jeunes. Moi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps contre la grippe, là, au travail. J'avais mal au bras pendant 2 jours, voire 3. J'ai été fatigué pendant 3 jours, et voilà. Et c'est un vaccin, en fait. Donc, forcément, oui, il y a des effets secondaires. Beaucoup de gens ont tapé sur les effets secondaires en Angleterre en disant oui, vous voyez, il y a des gens malades. Non, pour l'instant, en tous les cas, il y a des effets secondaires parce qu'il y a forcément un effet primaire, hein, c'est le but d'un médicament. Mais en attendant, il n'y a rien en tout cas pour l'instant, d'assez probant pour dire qu'il y a un danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de danger. Et attention, il faudra bien attendre 6 mois. Nous, par exemple, on va faire ça. Quand on va faire les piqûres de vaccin, on doit avoir un docteur qui attendra pendant 15 minutes, voir s'il n'y a pas de réaction, par exemple, allergique. Donc, ce qu'on appelle un choc anaphylactique ou toutes ces choses-là. Donc, en gros, on va avoir effectivement des mesures du coup un peu plus drastiques et un peu plus sévères pour contrôler justement. Donc faut pas imaginer qu'on va vacciner les gens et dire ah on vaccine et puis on s'en va. Non, on vaccine et on surveille. La nuance est très grande. Moi je suis sur une unité de soins de longue durée. On n'est pas là pour tuer des gens. Hein. Chez nous, ils survivent. En fait. On nous envoie des gens qui sont en soins palliatifs. Après, il y a des gens qui pensent que par la vaccination, il y a une volonté de nuire aux gens, mais il y a des gens qui se disent non, ils veulent pas nuire aux gens, mais ils le font pas exprès. Oui, il peut y avoir un problème, bien sûr. Hein, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que, comme dit Baron Percher, la problématique des allergies, la problématique dans les 6 mois de voir quelles vont être les réactions, parce que est-ce qu'ils nous protègent bien comme il faut, etc. Ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser, parce que le virus mute, que l'ARN, malgré tout, bon, ça va, c'est quelque chose d'assez profond dans l'ADN pour pouvoir justement avoir une souche, et c'est un peu comme la grippe, en gros il faut refaire des vaccins tous les ans, il me semblerait, mais au-delà de ça, pour l'instant, il n'y a pas de drame.
Il n'y a eu aucun drame. Il y a eu beaucoup de gens qui sont fait vacciner en Angleterre, donc on Alors, mais commence c'est à parce que avoir un aussi, minimum. c'est le peu de recul, donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne Voilà, voit c'est le pas peu de recul qu'on a. C'est pour ça que j'allais dire un minimum de de recul. Mais drame ou qu'on en voit moins. Ça pourrait être aussi à cause de ça. et, Bref, et j'ai envie oui, de dire, vas-y. juste avant que tu fasses la suite, souvenez-vous de la chloroquine. Au tout début, tout le monde pensait, voilà, même nous on y a cru. Hein, Moi on aussi. rappelle bien que nous aussi on y a cru. Moi, je Mais me par souviens que quand contre, j'en il a parlais bien avec fallu. Bélial, dont je parlais tout à l'heure, je lui Ouais. disais, bah si, un nouveau traitement, il a l'air vachement prometteur. Le mec, c'est un Ouais. génie, c'est un des plus grands médecins. Même Olivier Véran, Exactement. qui était tout nouveau ministre à ce moment-là, il disait, c'est un traitement prometteur. Tout le monde a eu de l'espoir, un espoir raisonnable. Parce que le gars a affirmé que ça fonctionnait. Sauf que Et maintenant, ce que je veux dire par là, il est c'est plus que raisonnable surtout, cet espoir. Mais et ça fait combien de temps qu'on parle de la chloroquine depuis le début? Donc en gros, il a 10-11 fallu mois. des mois et des mois pour commencer à avoir un véritable point de vue sur la chloroquine. Nous, on a commencé à fixer notre point de vue, on va dire, il y a quelques mois, parce que À ça partir commençait à être de clair. mars-avril, oui. Voilà. Ce qui est logique en fait. Donc c'est pour ça vraiment. Moi par exemple, je vous dis pas que je crois au vaccin. Moi, je vais le faire. Ça veut pas dire que j'y crois. Je me dis simplement, j'espère qu'il fonctionne comme il faut et on verra. Voilà. Au-delà de ça, moi, je prends le risque parce que je suis un personnel soignant et qu'il faut qu'il y en ait qui le fassent. Parce que, comment vous dire, on n'est pas obligé de le faire le vaccin, nous, en tant que personnel soignant. Par Alors, contre, il faut qu'il y en ait qui le fassent. On est obligé. Enfin, on va il pas faut le parler du faire, vaccin par de Moderna exemple, ce déjà, soir, Tobio. etc. Mais vas-y, je te laisse Parce développer que tout le Tobio sujet qui et nous ensuite demande, on en il y a reparle. pas mal d'ingrédients qui met entre guillemets de différence entre Pfizer et Moderna. Sauriez-vous pourquoi? C'est Je une ne vais pas question me... souvent d'adjuvant. C'est une question C'est un aussi, vaccin je sans crois adjuvant, que. justement. C'est le principe. Ouais, mais en fait, voilà, c'est soit il y a des adjuvants, soit c'est parce qu'il y en a un qui a un vaccin Parce que ARN, j'ai l'autre entendu c'est des un gens vaccin dire avec des une vaccins souche de ARN avec virus. de l'aluminium, mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas. Oui, non, mais c'est. Non, puis souvent, non, c'est débile. Et en plus, c'est pas de l'aluminium, ça va être des sulfates d'aluminium, enfin des nitrites ou des sulfates, je ne sais plus. Parce que je suis pas scientifique à ce point-là. Mais par contre, petite chose, il y a un vaccin ARN, mais je crois qu'il y a un vaccin aussi avec du Covid mort, en fait. Hein. Donc, comme on fait avec Une certains souche de virus, virus il y a atténuée, plusieurs du coup. types de vaccins. Voilà, exactement, souche de virus atténuée. Et en gros, il faut bien vous dire qu'il y a plusieurs types de vaccins, donc forcément, c'est pas les mêmes composants à l'intérieur. Parce que, comment, si tu prends un bout de virus mort que tu veux qu'il interagisse avec ton système immunitaire, il va falloir un adjuvant. Par contre, si tu prends un virus ARN, c'est un peu différent. Donc voilà, et c'est là où les adjuvants, tout ce qu'il y a dans les vaccins, etc., oui, c'est différent selon en fait ce que tu vas proposer et l'angle d'attaque que tu vas avoir sur la maladie, c'est tout. Mais comme il y a plusieurs types de vaccins sur toutes les maladies, hein. Il n'y a pas un vaccin pour la polio, un vaccin pour... Il y en a plusieurs, vous choisissez celui que vous voulez en fait. Hein. Et tous fonctionnent par contre. C'est ça que je veux dire. Donc là, on est en train de tester plusieurs vaccins. En majorité, ils devraient fonctionner et c'est pas étonnant que ça ait mis moins de 10 ans parce que tout à l'heure on en parlait hors antenne, mais il faut aussi préciser ça, c'est qu'il y a plein de gens qui sont un peu étonnés. Oh là, avant c'était 10 ans, maintenant non. Oui, mais n'oubliez pas aussi que tous les labos sont mis dessus, qu'ils ont mis des milliards dessus pour justement parce que le premier labo qui trouvera, il sera extrêmement valorisé et que surtout, comment dire, ils ont la capacité aussi de faire plus de projections sur ce qu'ils sont en train de faire qu'à l'époque où on avait beaucoup moins de technologie et beaucoup moins de puissance de calcul. Enfin, il faut aussi dire qu'il y a tout ça qui compte. Donc l'accélération de la possibilité de mettre en place un vaccin en urgence, même si avec le SRAS ça a été compliqué, etc. Au-delà de ça, c'est possible. Après, est-ce que ce sera bon? On ne sait pas. On verra ça à ce moment-là. Mais là, on ne peut pas se prononcer encore. Même si, pour l'instant, il n'y a rien. On ne peut pas se prononcer sur le long terme. Voilà, exactement. Et sur du court terme, et je vais émettre aussi certaines autres réserves. Donc justement, alors concernant, je vous disais que c'était à large échelle plusieurs dizaines de milliers de patients. Il y a eu un groupe vaccin, un groupe placebo. Je vous montrais quelques figures qui vous l'illustraient, ainsi que la répartition des groupes, justement avec une randomisation. C'est des groupes relativement homogènes. C'est justement l'intérêt de la randomisation. On en avait parlé justement la semaine dernière et je vous ferai la rediff aussi vite que possible. Du coup, j'ai été retardé là-dessus aussi. Et donc, il y a eu un groupe placebo avec procédure d'aveuglement des observateurs. Il y a un petit manque de clarté sur cette procédure d'aveuglement. On y reviendra. 21 720 qui ont reçu le vaccin en 2 doses et 21 728 qui ont reçu le placebo raisonnablement en 2 doses aussi différentes. C'était une substance saline, ça n'a pas d'effet. Bref, justement, l'effet placebo le fait que tu te dises que tu as reçu le vaccin, et bah déjà peut-être que ça peut jouer justement le pouvoir du mental sur le physique. Alors ça va rarement te guérir une maladie, l'effet placebo, mais souvent ça va t'atténuer des symptômes et des fois ça va te sauver, le fait d'atténuer certains symptômes. Et donc en l'occurrence, donc voilà, l'âge médian des participants est de 52 ans, la durée médiane de suivi, médian contrairement à la moyenne, c'est qu'il y en a autant qui ont plus que de gens qui ont moins. En gros, pour résumer, alors que la moyenne, c'est vraiment, vous prenez tous les âges que vous divisez par le nombre de participants. Et donc, la durée médiane de suivi après la deuxième injection est de 2 mois, donc ce qui est reproché. Après, voilà, tant qu'on n'a pas de DeLorean et qu'on ne peut pas remonter dans le temps, malheureusement, on n'a que le suivi qu'il est possible d'avoir à un instant T.
Et d'ailleurs, donc sur le placebo, je me demande si parce qu'il y en avait qui la semaine dernière nous disaient que c'était cruel de donner un placebo dans le cadre d'un médicament. Je me demande s'ils sont aussi opposés dans le cadre des vaccins, parce qu'après c'est vrai que la différence, c'est que quand tu vas prendre un médicament, un traitement, c'est que souvent tu es déjà malade. Quand tu vas prendre un vaccin, par définition, tu ne l'es pas encore. Donc peut-être qu'ils y sont plus disposés à faire une étude contre placebo dans le cadre de vaccins. Je ne sais pas. J'invite les gens qui n'aiment pas justement faire ces études contre placebo dans le cadre d'un traitement à réagir dans les commentaires, puisqu'il y aura une rediff de ce live. Donc voilà, je pose la question, hein, justement, certains recommandaient l'hydroxychloroquine et l'azithromycine en prophylaxie, donc avant d'être contaminé. Donc là, on pourrait comparer un petit peu, comparer justement les deux écoles, puisque dans les deux cas, la volonté d'avoir une protection alors qu'on n'est pas encore atteint. L'effet placebo soigne pas les maladies infectieuses pour autant qu'on sache. Ouais, c'est pour ça que je disais que ça peut atténuer certains symptômes ou les rendre plus supportables. Et ce qui est déjà ça, hein. C'est pas à négliger. Et d'ailleurs, ça ne se néglige pas. Et c'est pour ça que généralement, on estime que en dessous de 20-30%, c'est pas forcément très très probant parce que ça pourrait être un effet placebo. 25%, en fait, c'est ce que j'écrivais dans le chat. En fait, dans les médicaments normaux, il faut savoir quand même qu'on a au moins 40%, enfin au moins, en moyenne 40% d'effets placebo en plus de l'effet de la molécule. Il existe aussi des effets nocebo avec l'homéopathie, c'est-à-dire que tu peux prendre un truc qui ne fait rien, et bizarrement tu peux avoir des putains d'effets secondaires, ce qui est étrange d'ailleurs, mais ça existe. Et donc c'est un effet plutôt nocif, hein, on va dire. Au-delà de ça, par exemple, moi, à l'hôpital, il y a des couleurs sur les comprimés, il y a des formes. Les formes et les couleurs sont étudiées en fait. C'est-à-dire que moi je sais que, c'est ce que j'ai mis comme exemple, hein, il y a des médicaments pour le cœur qu'on donne, ils ont vraiment la forme d'un cœur, d'un petit cœur. C'est comme un ecstasy, quoi, c'est un petit cœur. Et c'est fait exprès, en fait, parce que quand la personne le voit, ça a un effet psychologique en plus. Et ça, c'est un effet placebo, justement. Et c'est justement ça, en fait. Et effectivement, l'effet placebo ne guérira pas une maladie infectieuse. Par contre, peut donner l'impression d'apaiser les effets. C'est comme quand tu as rendez-vous avec ton médecin, tu te sens déjà mieux, voire tu n'as plus de symptômes à ce moment-là, alors que tu es quand même malade. Donc voilà, ça c'est un effet placebo, et effectivement, il faut un seuil assez haut pour valider un médicament en principe ou un vaccin, et 25% c'est très faible. D'accord, et c'est pour ça, par exemple, la semaine dernière, on se posait la question, on avait trouvé une étude qui disait, oui, moins de 12% de mortalité avec l'hydroxychloroquine, et en se disant, c'est pas assez probant pour avoir une AMM, par exemple. Pas du tout probant. Donc je vous partage aussi l'analyse du Vidal, justement, Vidal qui souvent fait référence en matière médicale, qui vous parle justement de cette étude. Donc je vous invite à la lire aussi, en complément de tout ce qu'on pourra dire. Je vous l'ai mis dans le chat, je vous le mettrai dans le lien dans la description pour la rediff, évidemment, comme d'habitude. Justement, j'avais vu sur les réseaux sociaux mon ami Xavier Moniolindy, que vous avez déjà vu sur cette antenne, que j'aime beaucoup, et avec lequel on a parfois quelques désaccords, qui proclame sur les réseaux sociaux actuellement qu'il n'est pas prouvé que le vaccin protège des cas graves, asymptomatiques, les personnes âgées, que ça empêche d'être contagieux et que ça garantit une protection longue et efficace, tout ce qui n'est pas prouvé. Et je dois dire que c'est en partie vrai. Alors pourquoi c'est en partie vrai ? Déjà, le résultat des catégories, par exemple sur les plus de 75 ans, n'était pas statistiquement significatif parce qu'à cause des échantillons trop faibles. Mais alors, du coup, se pose un petit peu la question inverse. Comment aurait-on dû s'y prendre pour pouvoir prouver une efficacité, par exemple, sur les plus de 75 ans ? Vous allez entendre quelque chose très régulièrement, que le vaccin ne protège pas les personnes très âgées. Alors, donc là on est à 7 jours après la seconde dose, uniquement. Globalement en overall, c'est-à-dire à travers tous les patients, il y en a eu 8 qui ont eu des cas de Covid-19 ici et 162 dans le groupe placebo. D'accord ? La comparaison vient de là. De 16 à 55 ans, il y a eu 5 malades contre 114. Clean. 3 contre 48. Clean. 1 contre 19. Ça commence à faire pas beaucoup, mais bon, on peut quand même en tirer des conclusions. Et là, 0 contre 5. Sur seulement 700 personnes. Et c'est ça tout le problème de cette étude. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 700 personnes de plus de 75 ans dans chaque groupe, mais le groupe placebo a été très peu touché par le Covid-19. Du coup, on ne peut pas comparer les groupes de 75 ans. Ou par exemple sur les cas graves, parce que du coup on n'avait pas assez de cas graves, on a eu plus de cas graves dans le groupe placebo que dans le groupe test, dans le groupe contrôle que dans le groupe test, je crois que c'était 1 contre 4, mais 1 contre 4 sur des dizaines de milliers de participants, c'est pas représentatif. Donc comment est-ce qu'on aurait dû s'y prendre ? Est-ce qu'il aurait fallu faire des tests sur des milliers de personnes âgées ? Ils sont ici seulement 4,3%, vous pourrez le voir sur l'étude elle-même. Est-ce qu'il fallait essayer de leur inoculer la Covid exprès 7 jours après la vaccination, ou 21 jours puisque c'est fait en 2 fois ?
ou 7 jours après la deuxième vaccination, y compris à ceux qui ont reçu le placebo, par exemple. On sait que lui, il a reçu le placebo, ou on le sait pas, puisque justement, il y a un aveuglement, une procédure d'aveuglement des observateurs, mais on va leur inoculer volontairement le Covid pour maximiser les chances de comparer des cas graves. Bah, ce serait pas éthique, les gars. Ce serait mieux pour mesurer l'efficacité contre les cas graves. Ce serait mieux pour mesurer l'efficacité sur les personnes vraiment très âgées. Mais beaucoup auraient hurlé que c'est pas éthique, et ils auraient eu raison, j'aurais hurlé avec eux. Mais voilà, ils sont aussi nombreux à crier que les preuves sont insuffisantes. L'éthique médicale. Comment ? Il y a des gens qui travaillent sur l'éthique médicale, donc c'est vrai qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, nous, on va faire beaucoup de vaccinations. Tu fais pas valider tes demande... études si voilà. Tu fais ce genre de choses. Hein. Exactement. Parce qu'il faut faire valider le design de l'étude avant de la conduire, évidemment. Et c'est de là que vient toute cette désinformation en disant oui, le vaccin n'est pas utile chez les personnes âgées, et les personnes âgées servent de cobayes, etc. Non, parce que là, il y a un échec de logique rationnelle, en fait, tout simplement. Bah, si il y a effectivement peu de contaminés chez les groupes placebo et 0 chez les groupes traitement, bah, il y en a 0 chez les groupes traitement. Donc, étant donné que ça fonctionne là sans problème, qu'est-ce qui se putain de passe à 75 ans et 2 jours pour que d'un seul coup le vaccin ne soit plus du tout efficace chez les mecs qui ont plus de 75 ans? C'est pas parce que la donnée n'existe pas dans l'étude à cause d'un manque de bol, enfin tant mieux pour les vieux, hein, mais bon, on n'a pas eu assez de contaminés. C'est pas parce que la donnée n'existe pas dans l'étude qu'elle n'est pas présente dans la réalité de ce monde. Le système immunitaire ne se désactive pas à 75 ans et 2 jours. D'accord ? Donc, jusqu'à preuve du contraire, et elle est là, la bonne logique, juste à preuve du contraire, le vaccin est efficace sur toutes les catégories d'âge, et au vu de ce qu'on a vu sur la phase 1 et des réactions immunitaires qui ont l'air d'être plus faibles chez les personnes âgées, la seconde dose a l'air d'être plus importante chez les personnes âgées, et l'efficacité du vaccin a l'air d'être moindre chez les plus de 75 ans, mais le vaccin n'est pas inefficace. C'est un mensonge de dire ça. Il est au moins partiellement efficace jusqu'à preuve du contraire, et il est tellement efficace dans tous les autres groupes qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il soit faiblement efficace dans le dernier groupe. Parce qu'il ne faut pas traiter cette étude comme s'il n'y avait pas de réalité sur le système, comme si on n'y connaissait rien sur le système immunitaire derrière. D'accord ? La vaccination, ça fait plus d'un siècle largement qu'on l'utilise maintenant, on connaît. D'accord ? Donc les gens qui vous disent on ne sait pas si ça marche sur les vieux, c'est complètement con. Effectivement, la donnée n'est pas rigoureusement présente dans l'étude, mais il n'y a aucune raison de supposer que ça ne marche pas sur quelqu'un de plus de 75 ans. Ça suggérait que le système immunitaire à 75 ans et 2 jours, il fait on-off. C'est juste pas possible. Et la solution, ça aurait été de faire quoi ? De contaminer volontairement des vieux dans le groupe placebo ? Ça ne peut pas se faire, bien entendu. Ça se fera si un jour on a un traitement, ou quelqu'un on fera des essais peut-être avec des patients volontaires, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas le faire. Il est là le biais énorme. D'ailleurs, on le voit sur l'intervalle statistique qui vire dans le négatif. Hein. Donc ils auraient hurlé, ils auraient eu raison, mais ce que je disais, ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'ils sont aussi nombreux à crier que les preuves sont insuffisantes et sont souvent pourtant les mêmes à être certains de l'efficacité. On en parlait tout à l'heure du traitement hydroxychloroquine, azithromycine. Viens prendre ta chloroquine ! Évidemment. Donc concernant la durée de l'immunité conférée par ce vaccin, comme je disais tout à l'heure en parlant de DeLorean, on peut par définition pas encore le savoir à long terme, étant donné qu'il n'y a que 2 mois de suivi, quel que soit le design de l'étude, seul le temps nous le dira sur le coup, mais donc voilà, chaque mois qui passe, on aura 1 mois de retour en plus. Alors, il y avait aussi un petit point négatif qui me semble assez évident à mentionner. Donc, Pfizer était responsable du design et de la conduite de l'essai, de la collecte des données, de l'analyse des données, de l'interprétation des données et de l'écriture du manuscrit, donc de ce qu'on est en train de lire. Et BioNTech, de son côté, c'est eux qui ont financé l'essai, manufacturé justement le matériel du vaccin, contribué à l'interprétation des données. Donc bon, c'est quand même le labo qui finance l'étude directement. Après, est-ce qu'on peut s'en étonner ? Tu vois, c'est pas très surprenant que ce soit financé par BioNTech et designé par Pfizer. Alors, ils ont intérêt à avoir des résultats positifs. C'est ça qui est critiquable complètement. Par contre... Mais en même temps, ils ont pas d'intérêt à mentir. Ils ont très peu d'intérêt à mentir. Surtout qu'il y a de la concurrence, et justement, c'est là que le concept de Big Pharma, pour moi, se fragmente un petit peu. Mais bon, il est toutefois précisé qu'un comité, vous le voyez justement, vous le voyez à l'écran, je vous le remets, il est quand même précisé qu'un comité de contrôle indépendant a vérifié l'efficacité et la sûreté des données
Donc, qui est ce comité? Il y a eu la FDA qui a eu son mot à dire, Federal Drug Administration, c'est l'agence de sûreté du médicament, je crois l'équivalent, la NSM aux États-Unis, il me semble. Et par contre, est-ce que c'est étonnant? Il est quand même un petit peu normal, naturel que le labo qui crée un vaccin organise des tests. Ils vont pas commercialiser un vaccin qui n'aurait pas été testé en phase 3, en phase 2, en phase 1 avant. Par contre, il serait intéressant, alors même si ça c'est normal que eux ils financent des études pour prouver que leur médicament marche, que leur vaccin marche, il serait intéressant qu'il y ait un organisme indépendant, par exemple un pôle de recherche publique, ou même un laboratoire privé qui produit pas le vaccin, éventuellement financé par des capitaux publics du coup, et donc qui serait pas en conflit d'intérêt vu qu'il produirait pas lui-même le vaccin, qu'organise son propre essai randomisé contre placebo pour vérifier la reproductibilité de ses résultats. Donc bien sûr, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Est-ce qu'on a les ressources pour ça? Elles peuvent se trouver puisque les nations projettent ou ont déjà commandé des dizaines de millions de doses de vaccins. Donc ils auraient très bien pu faire un essai randomisé sur ne serait-ce que 10 000 patients pour essayer de vérifier à peu près en proportion s'ils obtiennent les mêmes résultats. Maintenant, est-ce qu'on dispose du temps nécessaire pour conduire des études supplémentaires, sachant que y a des gens qui continuent à être contaminés, parfois à mourir de cette maladie? La position la plus raisonnable, ce serait de rendre disponible, mais pas obligatoire, ce vaccin, ce qui à ma connaissance va être le cas, tout en continuant les essais sur celui de Pfizer ou sur d'autres vaccins avérés, vaccins qui ont déjà passé toutes les phases, ou d'autres candidats vaccins qui pourraient être plus prometteurs, qui pourraient lui être supérieurs, qui pourraient se faire en une seule injection, avoir plus d'efficacité, avoir moins d'effets secondaires. Donc point positif quand même, justement, c'est quand même le principal. Plus de 94% d'efficacité, un très vaste échantillon de plusieurs dizaines de milliers de patients, comme on le disait, une randomisation en aveugle contre placebo. Et d'ailleurs, justement, à ce sujet, l'observateur des résultats ne connaît pas le groupe des patients dont les données sont analysées. Par contre, est-ce que le patient connaissait son groupe? Ça me semble un peu sous-entendu, mais c'est vrai que c'est pas précisé explicitement, parce que normalement, quand l'essai se fait contre placebo, c'est rare que le simple aveugle, des fois, en fait, parce que le double aveugle, c'est que le patient ne sache pas dans quel groupe, ne sait pas dans quel groupe il est, et que l'observateur ne sait pas non plus ce qu'il a administré aux patients, et même pour il n'y a que au dépouillement des résultats que du coup on peut s'en rendre compte. Par contre, il y a souvent des simples aveugles où seul le patient en fait n'est pas au courant du groupe dans lequel il est, mais les gens qui lui donnent un placebo en fait savent que c'est un placebo. C'est rare quand même que le simple aveugle se fasse à l'insu de l'observateur et pas du patient. C'est pas impossible techniquement, je vois juste pas l'intérêt, et par contre j'ai pas trouvé mention explicite de double aveugle clair dans l'étude. J'ai pas encore consacré le temps qu'il fallait, donc c'est peut-être mentionné à un passage que je n'ai pas approfondi, ni dans le formulaire, j'ai essayé de creuser quand même, ni dans le formulaire distribué aux patients que je vous link ici. Mais bon, à mon avis c'est vraiment sous-entendu, je vois pas l'intérêt que les observateurs ne connaissent pas le groupe et que les patients ils savent qu'on leur a donné un faux vaccin, un placebo quoi. Ça paraîtrait un peu étrange, ouais. Surtout que s'ils savent pas ce qu'ils donnent, comment ça ils c'est le pourraient savoir formulaire au Royaume-Uni. C'est assez étrange en fait. Donc j'ai aussi trouvé un article qui lui affirmait plus clairement que non, c'était bien en double aveugle. Je vous partage l'article lui aussi. Bon, après c'est le matin suisse, donc je sais pas, ils n'ont pas spécialement de légitimité pour en parler, mais en tout cas eux le précisent. Et donc comme je vous disais, je pense que c'est simplement sous-entendu, je vois pas l'intérêt ici de donner un placebo à des patients qui savent qu'il s'agit d'un placebo tout simplement. Et donc on a les effets secondaires, je vous en ai montré un petit peu tout à l'heure pendant que tu parlais de Dioclo, Adverse Events, donc auquel je vous renvoie dans le papier lui-même comme d'habitude. Et donc ils ont trouvé des effets secondaires, quelques cas notamment, ce qui a été le plus souvent répertorié. J'ai pas trop vu autre chose de répertorié à part les choses habituelles sur les vaccins, les maux de tête, des irritations sur la zone d'injection, de la fièvre, de la fatigue, enfin à peu près pour tous les vaccins. Mais là, il y a des cas de alors je ne connaissais pas, lymphadénopathie qui ont été répertoriés, 64 dans le groupe vaccin et seulement 6 dans le groupe placebo. Donc on en a quand même 6 dans le groupe placebo. Ce qui pourrait être étonnant, mais c'est peut-être un effet nocebo, tu vois, justement. 2 participants du groupe test qui sont décédés et 4 décès dans le groupe contrôle. Ces décès sont a priori pas liés ni à la vaccination, ni pas plus qu'au placebo, évidemment. Le suivi doit bien sûr évidemment continuer dans les prochains mois, et idéalement dans les prochaines années tout de même, pour affiner ses résultats. Mais en termes de balance bénéfice-risque, on est quand même plutôt dans le très positif, avec 94,6% d'efficacité, un peu moins sur les plus de 55 ans, et des chiffres pas significatifs comme on le disait sur les plus de 75 ans, donc c'est le problème de la distribution des sous-groupes. D'ailleurs, sur le vaccin et les effets secondaires, justement, par une personne qui dirige une instance de contrôle de sûreté de ce vaccin, en la personne de Odile Launay, je crois que je l'avais link la semaine dernière, mais ça me semble encore plus approprié, qu'elle s'exprime
à peu près partout habituellement, mais c'est là où elle l'a fait le plus longuement, c'est sur la chaîne de la tronche en biais. Donc la qualité vidéo est dégueulasse, mais ils y peuvent rien. Et ils le déploraient, la qualité vidéo et audio est dégueulasse, ça reste audible ce qu'a dit. J'ai une question pour Pascal. Oui. Moi j'aime bien ce que nous dit Pascal, l'adjuvant de thérapie génique, Pfizer et la saponine. Moi je veux bien, mais par contre j'aimerais bien que tu me dises en quoi tu es sûr que ça fait éclater, enfin que ça provoque la lyse et explose les globules rouges. Parce que c'est bien de dire ça, mais dans ce cas-là, tous ceux qui seraient vaccinés devraient être morts en fait. Aucune oxygénation et ils crèvent tous quoi. Donc je veux bien, mais il faudrait que tu nous files sur Discord, Sur le à Discord, la si tu limite. peux, ouais. Tu peux, comme ça, Voilà. tu peux nous mettre des liens. Ah oui, sur les symptômes justement qui ont été notés dans les effets secondaires, lymphadénopathie. Donc je vous mets aussi un petit peu de documentation. C'est voilà, une hypertrophie de certains ganglions. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris. Dans certains cas, ça peut être grave. Dans certains cas, ça peut être plus bénin. Heureusement. Après 7 jours, globalement, grosse chute de contamination chez le groupe après la dose 1. D'accord? Grosse chute de contamination. Et ici, à 21 jours, vous avez la seconde dose qui est là. Et d'ailleurs, le graphique est zoomé ici. C'est-à-dire qu'au début, ça fait ça. Et puis, il y a un moment donné, au bout de 7 jours ici, quand le vaccin commence à faire efficace, enfin, quand on considère que le système immunitaire est vacciné, on voit que la courbe part, mais vraiment, elle a vraiment elle n'est pas rectiligne, mais elle est pas loin d'être rectiligne, quoi. Et ça, c'est énorme parce que souvenez-vous du truc sur l'hydroxychloroquine où les mecs avaient une courbe qui suivait le truc, mais qui à un moment donné baissait un peu là, mais repassait par-dessus. Là, c'est une efficacité qui statistiquement, l'écart est juste ridicule. Et ça continue, hein. On voit très bien que si on avait une population plus grande, ça partirait en flèche, hein. Donc voilà, le vaccin est efficace jusqu'à preuve du contraire. On a juste un tout petit doute sur les personnes âgées, c'est à quel point elles sont immunisées. Elles le sont, au moins partiellement. À quel point elles sont immunisées. Et surtout, quelle est la durée de l'immunité au Covid-19. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Parce que comme effectivement, ça fait que 2-3 mois en gros qu'ils étudient les gens, bah ils savent pas trop combien de temps ça va durer. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est une conclusion tout simplement, pour dire que, bon bah alors, évidemment avec le disclaimer de il faudra que je continue de creuser la question sur ce vaccin en particulier, il faudra que je regarde sur celui de Moderna, puisque j'ai pas eu le temps de tout étudier. Mais je peux comprendre les réticences de certains, ça vous surprendra peut-être, à se faire vacciner dès maintenant. Maintenant, la question c'est, qui est cruciale à mon sens, c'est à partir de combien de temps est-ce qu'ils estimeront qu'on a un recul suffisant? Pour certains, la réponse sera évidemment jamais. Ce sont les antivax. Pour eux, tous les vaccins sont un poison qu'on nous inocule délibérément, et ce depuis le 19e siècle. Hein. C'est donc voilà les partisans de Béchamp qui pensent que Pasteur avait tort depuis le début et qu'on continue d'y croire, mais qu'en fait, la réalité est complètement inverse. D'autres ne sont pas contre tous les vaccins. Je pense que c'est même une majorité d'entre eux, des gens qui sont méfiants de ce vaccin. Ils sont pas forcément nécessairement contre tous les vaccins, mais parlent de 10 ans souvent. Je ne sais pas si tu en as entendu parler en disant oui, normalement, un vaccin, c'est 10 ans, donc pour estimer qu'un vaccin est sûr. En réalité, la plupart des effets secondaires, il me semble qu'en vaccinologie, ils surviennent dans les 6 premiers mois qui suivent les injections. 6 mois. Donc, attendre 4 mois de plus, étant donné qu'il n'y a que 2 mois de recul, bah moi je comprends les gens qui sont méfiants. Attendre 4 mois de plus, pour moi, c'est une position qui se tient. Je pense qu'on peut tenir 4 mois sans aller au restaurant en plus si ça devient une condition sine qua non pour manger sur place, par exemple. En revanche, vouloir attendre 10 ans, si c'est la durée choisie par une majorité de personnes, c'est assumer des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de morts qui auraient pu, pour la plupart, être évités. Parce que justement, même s'il existera sans doute quelques effets secondaires, comme pour tous les médicaments, comme pour tous les vaccins, j'ai envie de dire, qui concerneront un très petit nombre de vaccinés en termes de balance bénéfice-risque, une telle attente de 10 ans n'a, à mon sens, plus rien de rationnel tant que la maladie continue de se répandre actuellement, d'être... Alors, c'est pas la peste noire hein, en termes de mortalité, mais c'est quand même pas à négliger. Et il y a quand même justement beaucoup de contagion. Donc, tant qu'elle continuera de se répandre, attendre, oui. Combien de temps? C'est la question. Moi, je laisse chacun être son propre juge, en l'occurrence, hein, du moment qu'il le fait en connaissance de cause, ce qui est justement l'objet de cette chronique, et j'ai envie de dire ce qui est l'objet de toutes les chroniques un peu travaillées que je vous propose sur cette libre antenne, à laquelle je vous invite dès à présent sur laquelle je vous invite à intervenir, tout simplement, à vous exprimer, comme le voulait Pigeon tout à l'heure, mais je ne sais pas si Pigeon est toujours là. Non, toujours pas. Et Trotsky, je viens de voir ton lien. Alors effectivement, comme tu l'as fini, comme tu as fini par le dire toi-même, en fait, c'est un risque collectif et pas individuel. Mais le problème qu'il y a, c'est que la balance bénéfice-risque est plus importante que le petit risque. C'est-à-dire que si en gros ça représente, imaginons même un risque sur 10% des gens, mais que 90% des gens sont protégés, le vaccin sera OK.
Après, c'est sûr que ça donne des trucs incroyablement dangereux, etc. Non, il sera pas OK, tu vois, ça tue les gens, etc. Non. Mais en principe, voilà. Après, je sais pas de quoi parle le monsieur, parce que bon, il y a pas mal de choses au niveau des protéines et tout, et là, ça devient vraiment de la science très dure. Mais au-delà de ça, je sais pas si c'est vraiment, s'il a vraiment de vrais arguments. Après, il y a forcément des risques. Je On vois le pas en sait, de quoi toute façon, il y aura l'hygiénisme est de notre côté. toujours des effets secondaires, voire Chaque des dit ça. gens qui en souffriront du vaccin. C'est normal. C'est la logique des choses, en fait. Comme tout médicament et comme toute chose que l'on ingère. Cyril est au standard. Tu voulais réagir au sujet sur les vaccins, du coup, j'imagine, Cyril? Eh ben un petit peu, ouais. Là, il est minuit 4. Quoi faire de mieux que de débattre du vaccin? Oui. Je suis venu un petit peu par intermittence, donc je sais pas trop ce qui a été abordé en totalité ou pas, mais il y a une question qui me semble fondamentale dans le vaccin, enfin sur la question du vaccin, c'est est-ce qu'un vaccin comme ça, perlé, où il y a juste quelques personnes qui vont se vacciner, va avoir vraiment l'effet d'un vaccin sur une population? En termes d'immunité collective, non. Ah bah non. Ouais, voilà, il a... La réalité, la vraie question... Ça réduira un peu les pics quand même. même. Vaccin. Ah oui, oui, ça réduira. Et puis ça protégera ceux qui avaient raison, entre guillemets, si jamais il y en avait qui pensaient que le vaccin fonctionnait. S'ils sont protégés par la suite, ils tireront les bienfaits de leur prise de risque. Et puis si jamais il y en a qui sont contaminés et qui n'ont pas souhaité se vacciner, pour le coup, ils étaient un peu prévenus. Il y a une partie de risque. Cyril, à un moment donné, limite détrompe-toi, c'est-à-dire que si la couverture vaccinale n'est pas assez large, en fait, dans ce cas-là, ça peut même pas ne servir à rien, mais limite, en fait, c'est-à-dire que c'est le problème qu'on a en France, c'est-à-dire que la couverture vaccinale est de plus en plus faible, et en fait, du coup, on a des résurgences de maladies de plus en plus graves. De méningite, des choses comme ça qui n'avaient plus lieu d'être. N'attrapez jamais la méningite, c'est horrible. Extrêmement... il y en a eu plein en France, ça commence à... moi j'en ai eu, justement. École Steiner, etc., qui sont justement concernés par ces cas-là, parce qu'ils sont anti-vax à mort, et en plus ils font des autorisations, comme quoi ils se sont fait vacciner, c'est des aberrations pas possibles, et c'est vrai que ce que souligne Cyril est très important, c'est-à-dire que la couverture vaccinale est super importante, et au plus elle est réduite, au plus le risque est grand. Et même parce que le vaccin ne protège pas de la maladie obligatoirement, Vous pouvez tomber malade quand même, mais ça réduit effectivement l'impact et ça évite aussi, et si tout le monde est vacciné en fait, effectivement il y en a certains qui ne tomberont pas malades parce qu'ils auront un système immunitaire assez fort, donc il faut en fait que tout le monde ait un système immunitaire pour se défendre face à cette maladie, et au moins il y a de gens qui ont un système immunitaire face à ça, au plus la maladie peut quand même faire ce qu'elle a à faire, encore mieux, et nous finalement au plus on aura peur, et c'est pour ça dans 6 mois, ce que il faut rassurer aussi les gens, c'est que dans 6 mois, en fait, vous serez toujours pas vacciné, vous. En fait, tant que vous travaillez pas à l'hôpital et que vous n'êtes pas dans EHPAD, vous avez peu de chances d'être vacciné. Ceux qui vont être vaccinés, c'est les gens comme moi, les USLD et les EHPAD. Voilà. Les USLD, c'est des unités de soins. Et par contre, en l'occurrence, c'est vrai que du coup, les EHPAD, mais c'est sur leur catégorie d'âge qu'on a le moins de certitude. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la priorité encore. La priorité sera sur les USLD, justement. Les USLD, c'est-à-dire unité de soins de longue durée, là où je travaille. Et en fait, il y a c'est simplement un service en fait médical où on accueille des gens donc en longue durée, et voilà. Et ça peut finir en palliatif, etc. Ça dépend. Et en gros, forcément, nous on est les services priorisés en fait parce qu'on a vraiment des cas très fragiles, etc. Donc il faut absolument déjà au moins qu'on ait une couverture vaccinale dans ces lieux-là. Et ensuite, les EHPAD sont la deuxième cible, me semble-t-il. Deuxième cible dans le sens où on va commencer à cibler là quand on aura un peu plus de recul aussi, j'imagine. Mais effectivement, dans les 6 premiers mois, ce ne sera pas la France entière qui sera vaccinée, c'est certain. Après, par contre, il faudra s'attendre parce que Macron et son gouvernement, c'est sûr qu'il pourrait y avoir un jour une sorte de truc assez aberrant qu'on n'a jamais vu en France, et genre obliger les gens à se vacciner. Peut-être. Je ne sais pas. C'est sûr que vu... Comment tu ferais pour les obliger à se vacciner? Parce que la c'est contre-productif de les obliger. Mais c'est pas ça, mais tu peux pas. Tu vas quoi? Tu vas les kidnapper et tu vas leur faire. Non, tu pourrais pas, mais en gros, tu peux. Les gens dans les hôpitaux psychiatriques, tu leur dis des restrictions. Là, ce qu'ils proposent, c'est tu vas pas au restaurant, tu peux plus bouffer au restaurant. Ce genre de truc, quoi. Des amendes, tu vois, des trucs comme ça. Non, pas des amendes, parce que dans ce cas-là, t'obliges les gens. Les amendes, je suis pas sûr que ce soit une bonne. Le confinement, c'est quoi? Il y en a qui payeront les amendes, qui s'en foutront. Ah oui, c'est ça le confinement. C'est ça que je veux dire en fait. En gros, ça peut être sous une pseudo-contrainte. Ça veut pas dire qu'elle sera réelle la contrainte, mais c'est le problème de notre gouvernement d'ailleurs qui ne sait faire que des propositions sous contrainte, alors que ce sont des propositions sanitaires en principe. Oui, parce que ce que les gens voient, c'est qu'on réduit leur liberté et qu'on leur fait du chantage on te rendra ta liberté que si tu te fais vacciner. Et je comprends que ça puisse déranger des gens, quand bien même ils seraient pas contre le vaccin à la base, d'ailleurs.
Et même moi qui suis pas contre le masque, pas contre le confinement, etc., je trouve que l'État fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en gros, là par exemple, on a les périodes de Noël, tout le monde a fait Noël, c'était free hug dans les rues. Forcément, oui, on va être reconfiné en janvier, encore plus. C'est ça qui est débile en fait. Et c'est là où on se dit, on a une politique sanitaire qui est complètement folle. Cyril, tu voulais intervenir? Voilà, oui, je suis pas d'accord avec tous les deux en fait, puisque quand tu dis obliger les gens de façon, on va dire, un petit peu dissimulée, occulte, par voie d'incitation finalement, il n'y a rien qui change par rapport à d'habitude. Toutes les politiques du gouvernement, enfin toutes les politiques. C'est des mesures d'incitation et de dissuasion. Exactement, c'est-à-dire quand tu fais la taxe carbone, sur l'imposition, quand tu rembourses des crédits d'impôt sur tel ou tel truc, oui, bien sûr. Sauf qu'avant, pour le vaccin... en fait, ça se fait tout le temps, ça. Hein. Oui, mais avant le vaccin, t'avais pas... Oui, mais avant, pour le vaccin, les gens avaient confiance. Là, il y a une telle perte de confiance que j'ai peur que justement, ce soit un tout petit peu plus dur Jean-Luc Girard, il est là. C'est un peu comme la proposition. Conclusion, les vaccins sont de la merde. Merci pour cette analyse de haute volée, Jean-Luc Girard. Après, il y aura toujours des certificats médicaux de complaisance. Si jamais vraiment il y a une contestation, il va y avoir une espèce de marché bis. On voit qu'il y a déjà des médecins qui ont été un peu frondeurs en faisant des certificats médicaux à blanc. Et je veux dire, ça a toujours existé, les certificats médicaux de complaisance. Et personne ne viendra violer le secret médical et personne n'ira contre. Il y a même des groupes anti-vax où ils se partagent des adresses de médecins qui font des faux certificats de vaccination. Exactement. Et quand je parle justement d'un gouvernement contradictoire, et comme d'hab, on ne changera pas, ça sera la politique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas être capable de faire peur aux gens au point qu'ils fassent de fausses déclarations de vaccination. On devrait effectivement savoir qui effectivement n'est pas vacciné, parce que, c'est con, mais savoir qui est le patient zéro d'une méningite, c'est important. Tu vois. Donc, il y a un moment donné où, le secret médical, moi, je considère qu'il faut le respecter. Par contre, il ne faut pas faire de fausses déclarations, quoi. Et c'est là où c'est dangereux, en fait. Ces médecins-là sont des dangers. C'est pas les gens qui demandent ça. Les gens qui demandent ça, on est en France, on aime bien bafouer les règles et c'est normal. Par contre, les médecins qui font ça sont des irresponsables. Mais total. Vaccin ou pas, c'est un faux débat. La racine du problème, c'est le capitalisme. C'est souvent justement ça le débat sur cette antenne. Je vous laisse reprendre, messieurs, pardon. Dans ce cas-là, ce serait effectivement des dangers, mais après des certificats médicaux de complaisance. Rien que récemment à la télévision, on voyait le débat de est-ce qu'un médecin doit établir un certificat de virginité ou je sais plus si c'est ça le nom exact. Mais il y avait des médecins qui étaient là, moi je fais défaut, d'autres moi non. Mais il faut pas. En principe, c'est pareil. Mais là, ça touche même pas la médicale, là, ça touche les mœurs, la religion, ça touche pas le. Voilà, exactement. Mais c'est là où justement la médecine, mais c'est pareil, c'est quand tu fais un certificat de complaisance vis-à-vis d'un vaccin, c'est de l'idéologie. Donc tu vas dans la religion des gens. C'est-à-dire que les anti-vax, façon de parler, qu'ils soient dans l'homéopathie, qu'ils soient dans le New Age, qu'ils soient dans le bien-être, qu'ils soient contre le vaccin sous des prétextes fallacieux, souvent c'est le cas pour la polio, etc. Machin. Il y a un moment donné où ces gens-là, Merde, j'ai perdu le début de ma phrase. C'est voilà, en gros, tu ne peux pas, pour moi en tout cas, c'est voilà, la virginité, c'est pour les musulmans, par exemple, les certificats de virginité, souvent que c'était posé comme question, c'est pareil pour les vaccins. En gros, c'est juste de l'idéologie, ça ne répond pas à la raison en fait. Et par exemple, ne pas faire vacciner son enfant contre la polio, c'est de la folie. Comme faire faire un certificat de virginité et demander un certificat de vaccination sur la polio, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu acquiesces de l'idéologie des gens. C'est-à-dire qu'en gros, si je te fais un certificat que ta fille est bien vierge ou que je te fais un papier comme quoi ton fils est vacciné alors que c'est pas vrai. Le jour où elle se mariera, son mari verra si elle a un hymen ou pas. Hein, mais si c'est comme ça que tu caractérises la virginité. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est qu'en gros, c'est pour ça que je trouve le rapport entre les deux un peu bizarre. Mais l'idéologie de la personne, en fait. C'est-à-dire que tu acceptes l'idéologie et tu lui donnes un crédit en plus de ça. C'est ça, moi, qui me gêne dans la démarche de ces médecins qui sont peu éthiques vis-à-vis de ça. Normalement, un médecin devrait informer ses patients et dire ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. C'est comme les médecins qui font toujours une ordonnance dès qu'ils voient leur patient. C'est pas normal. Tu devrais être capable de voir ton médecin et ressortir sans ordonnance. La patientèle. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que c'est d'autant plus dangereux qu'après tu vas biaiser en fait toutes les données parce qu'il y a quelqu'un qui va être considéré comme vacciné et il va rentrer dans certaines statistiques si jamais il y a des problèmes ou quoi. Voilà. Et le problème, c'est qu'après, imaginons, voilà, comme on a eu les cas de méningite, comment tu fais pour remonter si tout le monde a triché, quoi. Tu peux pas savoir qui l'a eu en premier. Ça veut pas dire qu'on va punir quelqu'un, c'est juste de savoir justement sur quoi on doit remonter pour pouvoir traiter le problème. Je préviens juste sur le chat, juste spammer mouton sans explication de pourquoi nous serions des moutons. Ouais, c'est un time-out maintenant. Je banne pas toujours. J'ai droit. Oui, non, c'est les gens qui marquent juste mouton, même si vous le mettez en deux mots. La prochaine ça sert fois, à rien. faites gaffe.
J'aimerais souligner un autre point. Continuez de ne pas être d'accord avec nous, mais argumentez poliment. Non, là c'est une question que je me pose, Vas-y. parce que je vois un espèce d'élan, de relan, de je sais pas trop quoi complotiste, mais de façon générale, hein, même avant le Covid, hein, la Terre est plate et compagnie, c'était avant le ça Covid. s'est accéléré quand même. Ouais, mais je trouve que ça s'est accéléré de façon spectaculaire. Et alors, des fois, j'ai des amis qui viennent et qui me disent des trucs que je trouve invraisemblables par rapport à la fameuse puce. Je vois même pas comment le gouvernement pourrait imposer, par exemple, le fait d'injecter une puce à quelqu'un, alors même qu'il n'arrive pas à t'obliger à télécharger une application Stop Covid. Non, mais tu vois le délire. Il a même renoncé à nous obliger à la télécharger d'ailleurs. C'est une théorie, et surtout que c'est une théorie de. Déjà, il faudrait qu'ils fournissent des années 80 à tout le monde. C'est une vieille théorie québécoise des années 80 et que la puce est réfilée et tout. Hein. C'est à un moment donné, les gars, si vous croyez vraiment qu'il y a une puce qui va être implantée là, c'est que vous croyez en fait à une théorie qui a plus de 40 ans. C'est Cyberpunk 2077, c'est le futur du passé. Alors, ça, je savais pas, mais je me suis vraiment posé des questions parce que ça s'est vraiment multiplié. Puis les gens, ils semblaient. Ça fait 40 ans. On joue beaucoup sur l'émotion de la maman, etc., l'émotion du bien-être, l'émotion de la beauté. C'est ça, souvent, à mon avis, un point de départ pour ce genre de croyance, c'est je veux ce qu'il y a de meilleur en termes de santé pour mes enfants. Ouais, on me dit qu'il faut que je fasse faire plein de piqûres à mon bébé, j'ai pas trop envie. On me dit c'est obligé, ouais, je vais me renseigner, tu vois. Et à mon avis, c'est ça le point de départ. Tu tapes danger vaccin, tu tombes sur tous les sites anti-vax et après tu ne regardes plus que ça, quoi. Pas que. Pas que, hein. Moi je vois ma chérie qui est pas du tout branchée là-dessus. C'est qu'une spéculation là sur le coup. Hein, Elle peut se faire avoir sur 2-3 trucs à la con parce que en fait c'est bien présenté. C'est surtout ça en fait.